le professeur Luisan Essomba, il est malheureusement sur un plateau télé là actuellement et il a demandé si on pouvait décaler à 22h, mais bon, on va pas à 22h30. On va pas attendre 22h30, on va progressivement dérouler et puis il va nous rejoindre dès qu'il peut. On va faire le résumé de ce qu'on s'est dit et puis on va le relancer pour la controverse. Parce que l'idée ici, là, c'est d'avoir quand même deux avis de pointure camerounaise du droit et qui seront un peu en français facile, nous expliquer de quoi il s'agit avec des exemples les plus élémentaires possibles, les plus simples, pour qu'on comprenne déjà ce que c'est que la loi électorale. La loi électorale française, peut-être avoir un petit clin d'œil sur les lois de quelques pays étrangers, je ne sais pas, on va essayer de voir, et comment elle s'articule, cette loi électorale, par rapport à la constitution camerounaise, qui est quand même la loi fondamentale, et qui, je crois savoir qu'elle est supra, voilà, mais bon. Et puis, je vais même aussi te questionner, ou vous questionner, s'il arrive, vous questionner sur parfois ce double discours, ce discours un peu différent entre, donc justement, la loi mère, la loi fondamentale, et puis la loi électorale, ou même d'autres lois. Parfois, on a vu ça dans d'autres situations où comment le législateur et puis le constitutionnaliste s'arrangent pour que on ait l'impression que parfois des lois qui sont logées dans des ensembles différents, mais qui devraient normalement être complémentaires, synergiques, aller ensemble. Et pourquoi est-ce qu'elles sont plutôt, on a l'impression, en opposition exprès ou je ne sais pas quoi, moi j'ai envie de dire incompétence, mais bon, je ne me permettrai pas, il faut être modeste. Mais comment on fait ça et à qui profite le crime? Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on aborde vraiment tous ces sujets-là. Donc je ne sais pas ce que tu en penses. Non, moi je pense que tu es plutôt modeste, professeur Boni, parce que mais il y a des techniques d'élaboration de la loi, hein, et puis n'importe qui n'élabore pas une loi. Pour élaborer une loi, il faut avoir l'expertise sur le sujet considéré. Et l'expertise, en fait, pour un juriste, suppose qu'il a une vue, n'est-ce pas, de l'ensemble de l'arsenal juridique de la Constitution jusqu'aux normes les plus inférieures, régissant la matière, afin que dans sa législation, dans son effort d'élaboration du nouveau texte, qu'il y ait une cohérence et pas de rupture. Or, justement, je ne sais pas si on va dire dans le débat, la loi électorale qui fait tant de débat aujourd'hui, en fait, est la preuve de l'incompétence de ceux qui sont à l'origine de nos lois. Et je dis, il ne faut même pas indexer nos députés, parce que, bon, en général, le profil de nos députés, ce n'est pas toujours un profil d'intellectuel, ou bien il n'y a pas un système de cabinet parlementaire où le député s'entoure, n'est-ce pas, de diverses ressources capables justement de l'aider à comprendre chacune des thématiques sur lesquelles il est appelé à légiférer. Or, depuis l'histoire, depuis que le Cameroun est un État autonome, il n'y a jamais eu de proposition de loi dans l'histoire politique de notre pays, professeur Boli. Il n'y a jamais eu de proposition de loi. Ça veut dire que toutes les lois sont le fruit de projets gouvernementaux. Or, on suppose en général que le gouvernement a les meilleures expertises en son sein. Et si c'est les experts gouvernementaux qui préparent les textes, il n'y a pas, on ne peut pas expliquer autrement qu'une loi électorale vienne violer si ostensiblement, n'est-ce pas, une disposition constitutionnelle. Mais parce que justement, aujourd'hui, toute la polémique qui est née concerne justement l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral. Et cet alinéa 2 a introduit un élément perturbateur. Attends. Ne mettons pas la charrue avant. On va, là, c'est juste un peu la petite mise en bouche, le petit divers. Mais on va rentrer pas à pas pédagogique dans tout ça, puisque d'ailleurs, la première phase va consister à lire la Constitution dans ces articles qui consacrent donc l'élection présidentielle. Et on va lire le Code électoral dans ces articles qui parlent essentiellement donc des conditions pour être candidat. Voilà. Donc, je dis que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que le public qui nous écoute comprenne en fait ce qui se passe. Or, et quand quelqu'un dit que une loi peut aller à l'encontre de la Constitution, mais ça fait sérieusement rire. En tout cas, comme tu l'as dit, je préfère déjà te dire ça comme ça pour dire que l'élaboration des lois, le mécanisme d'élaboration des lois dans notre pays est très critiquable parce qu'il y a beaucoup de défaillances, beaucoup de chocs entre les textes, n'est-ce pas, ayant des valeurs différentes. Or, lorsqu'il y a un choc comme ça, lorsque les textes ne s'inscrivent pas dans une certaine cohérence, ben, c'est le texte élevé qui prime. Donc, en fait, si on arrive à ça, c'est bien la preuve que nos techniciens, les techniciens dans nos administrations qui élaborent les textes, n'est-ce pas, manquent un peu d'expertise. Et c'est pourquoi il peut créer ces conflits-là qui finalement génèrent toutes les perturbations que l'on note aujourd'hui. Donc, en tout cas, on en parlera puisque l'occasion nous est donnée. Alors, en espérant surtout que le professeur Essomba viendra, hein, parce que ça, ce sera le 4e rendez-vous, n'est-ce pas, que je cale avec des contradicteurs, et notamment mes collègues universitaires. Alors, et chaque fois, il se dévine dans la dernière minute. Vous voyez, je crois qu'on était ensemble sur un panel sur FCC, et voilà, c'est le professeur Méolo qui s'est déviné. Alors, le lendemain, je devais être sur un autre panel avec le professeur Jean Gatti, il s'est déviné, et voilà, aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui se passe. On espère que le professeur Essomba viendra, parce que cette contradiction est nécessaire pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. Merci. Alors, pour te dire, j'ai reçu une publication du professeur Abba Yono, une de ses publications. Effectivement, voilà. Donc, il me l'a envoyé. Je suis en train de lui demander s'il souhaiterait peut-être monter aussi pour nous donner son avis, nous éclairer le public. Bon, c'est pas certain qu'il puisse parce que je pense qu'il n'a pas prévu ça. Mais, anyway, j'aurais même souhaité aussi que puisqu'on va être dans la pédagogie et que c'est un avis qui compte au Cameroun, on pourra même peut-être lire justement son texte, si tu le permets. Oui, je l'ai avec moi.
OK. OK. Donc, si tu l'as, tu pourras d'ailleurs donc te charger à un moment donné, si tu penses que c'est nécessaire, on pourra aussi nous appuyer sur ça pour essayer d'avancer dans la compréhension de ce capharnaüm dans lequel nous sommes. On va peut-être commencer par lire la Constitution camerounaise dans ces articles qui sont consacrés à ça, et puis lire le code électoral, les lire. Et puis après, je poserai des questions, je te relancerai, et puis tu vas donc nous dérouler sur ce qu'il en est de tout ça et quels sont les pièges qui nous attendent dans le respect stricto sensus, justement, de la Constitution camerounaise et du code électoral. Et quelles sont les solutions ou les parades sur le plan juridique. Ah, tu vois, Luison et Sombaël là. Luison et Sombaël. Ah, c'est bien. Le professeur Luison et Sombaël là. Oui, je suis. Voilà. Alors, nous avons l'équipe complète. Nous avons l'équipe complète. Et j'ai donc l'honneur de présenter au peuple camerounais, deux hommes qui comptent dans le landerneau juridique camerounais. Des professeurs de droit. L'un est à l'université de Tchang, le professeur Moïse Tinchouan est professeur de droit à l'université de Tchang, et le professeur Luison et Sombamboise, qui lui, il est professeur à l'université de Douala, mon université, donc c'est mon collègue d'université. Donc, prof Moïse Tinchouan, sauf que de temps en temps, que je fasse la combine, parce que c'est mon frère de Douala. Bon, ok. Donc, nous avons donc ces deux professeurs qui ont une opinion assez engagée dans le processus démocratique au Cameroun. Et ils vont aujourd'hui essayer de nous éclairer avec les mots les plus simples possibles, essayer de nous éclairer sur ce que c'est que la loi électorale camerounaise. Voilà. Et comment cette loi s'articule par rapport à la constitution camerounaise pour rendre le processus de désignation du chef de l'État camerounais un processus démocratique, un processus qui ne serait pas entaché d'irrégularité, un processus qui permettrait que le contentieux électoral et puis aussi le contentieux post-électoral soit le plus minimaliste possible, car c'est le monde idéal. Mais sommes-nous dans un monde idéal au Cameroun? Je pense que peu pourront s'y engager, pour le dire. Mais bon, on va essayer donc d'éclairer les uns les autres, parce que c'est vrai que nous, les profanes, nous, les hommes qui ne sont pas les hommes de droit, nous sommes un peu perdus, embrouillés sur tout ce qui se dit ci et là, sur le droit d'être candidat à une élection au Cameroun. Donc, je vous dis merci et je vais vous donner la parole d'abord comme en préambule pour que chacun se représente à la nation, parce qu'on vous connaît quand même. Chacun se représente à la nation. Je conseillerais juste une chose. Quand vous n'avez pas la parole, il vaut mieux peut-être muter le micro, parce que il suffit qu'il y ait un petit bruit dans votre environnement, ça se ressent de manière magistrale, majestueuse. Donc, voilà. Alors, à tout seigneur, tout honneur. Le professeur Moïse Tinchouan est là depuis un moment. Je vais lui donner la parole pour qu'il se présente quand même aux yeux des Camerounais, qui disent qui il est, quel est son parcours, où est-ce qu'il exerce et quel est son axe d'intérêt scientifique universitaire et son engagement politique s'il en a. Voilà. Prof, you have the floor. Oui, ouais, merci beaucoup, professeur Aimé Boni. Je dis bonsoir au professeur Luison et Somba, n'est-ce pas? Et c'est avec beaucoup de plaisir que je le retrouve sur ce plateau. Nous qui sommes dans la périphérie, n'avons pas souvent l'occasion, n'est-ce pas, de nous faire connaître par la nation. Et donc, j'avoue que j'apprécie beaucoup ces sorties. Bon, sauf peut-être le point de divergence concernant nos conclusions par rapport au débat qui a cours sur la capacité du MRC à investir un candidat. Donc, je salue également tous les auditeurs, tous les web auditeurs qui sont connectés. Et j'espère qu'à l'occasion de cet échange, nous allons nous en sortir avec un peu plus de lumière sur le processus électoral camerounais et en particulier dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Alors, s'il faut me présenter, je suis Moïse Tinchouan. Je suis très jaloux de mon nom, hein, parce qu'il y a ceux qui parfois prononcent ce nom un peu bizarrement. Donc, je suis enseignant, je suis agrégé de droit privé, donc je suis privatiste. Et donc, vous comprenez que c'est un peu avec beaucoup d'audace que je m'aventure sur ce terrain, mais en fait, sans beaucoup de complexe, parce que j'estime qu'un étudiant qui a fait une bonne première année d'études en droit, n'est-ce pas, est capable de débattre de cette question-là qui apparaît, qui est inutilement complexifiée, parce que les principes, n'est-ce pas, qui permettent de résoudre l'énigme, de mon point de vue, résident dans les théories que l'on enseigne dans le cours d'introduction générale au droit, mais aussi dans le cours de droit constitutionnel, qui est un cours de tronc commun dans toutes les facultés de droit au Cameroun. Donc, voilà mon profil. Je suis enseignant à l'université de Tchang. Et s'agissant justement des enseignements, je suis spécialiste du droit fondamental, mais avec les spécialités axées sur le droit civil et sur le droit processuel. Alors, je ne sais pas si cette présentation, si les sites peuvent se satisfaire de cette présentation, je préfère m'arrêter là. Et si besoin est, vous pouvez me relancer sur un aspect précis. Et je vais le plaisir d'apporter des informations complémentaires. Merci beaucoup et bonne émission. Très bien. Merci beaucoup, prof Moïse Tinchouan. Et donc, à
professeur Buisson Etsomba la parole pour pouvoir aussi s'introduire, se présenter au public, bien qu'il soit déjà assez connu comme ça. Prof Buisson Etsomba, à toi la parole. Ok. Merci, professeur Meboni. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est également un immense plaisir de rencontrer à travers ce canal le professeur Cynthia Moïse, dont j'ai lu beaucoup d'articles, de ses articles les plus pertinents. C'est vrai, là qu'il soulignait, il est privatiste, mais quand on est enseignant d'université, il faut s'essayer à toutes les disciplines. Donc, c'est un plaisir pour moi de retrouver un aîné académique. Voilà, si je peux me présenter facilement, je dois dire simplement que je suis le professeur HDR Amoura Luzo Etsomba. J'ai soutenu mon HDR en 2022 et à l'issue de cette soutenance, j'ai déposé mon dossier pour le changement de grade. Ça a été très difficile, mais grâce à Dieu, je suis passé maître de conférence, professeur. Donc, c'est un plaisir pour moi d'échanger sur un sujet aussi important. Je voudrais même dire, c'est un sujet de souveraineté, puisque lorsque nous parlons des élections, nous touchons le cœur de l'État à travers le principe, si vous voulez, de l'État de droit, à travers également le principe de la démocratie, qui se structure sur les mouvements électoraux, qui sont des mouvements qui imposent la vie politique et démocratique de l'État. Donc, pour ma part, c'est un plaisir. Et je dis merci au professeur Cynthia Moïse, parce que s'attaquer à des sujets, je veux dire, de droit public, c'est avoir du courage, c'est oser. Mais je pense que c'est de l'échange que jaillira la lumière. Donc, je serai un plaisir pour moi de participer à cette émission. Très bien, très bien, très bien. Une fois de plus, nous vous remercions tous les deux, parce que ce n'est pas facile avec des journées aussi chargées qui sont les vôtres, consacrer un temps en fin de soirée, et puis je vais venir aussi tardivement, alors qu'il faut s'occuper de ses familles, enfin de sa famille, que vous le fassiez, ça prouve à suffisance que vous aimez ce pays, vous êtes concerné par ce qui se passe dans le pays, et nous ne pouvons que vous en remercier. Et je pense qu'au nom de tous ceux, les auditeurs qui sont là, qui eux-mêmes aussi prennent de leur temps pour cet échange-là, nous serons reconnaissants, et surtout que à la sortie de cette émission, nous serons davantage édifiés, car ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, voilà un peu comment nous allons articuler le débat. Nous allons articuler le débat sur plusieurs axes. C'est-à-dire que nous allons certainement d'abord parler de la Constitution, qui est la loi fondamentale. Dans ses articles, son article ou ses articles les plus pertinents pour le débat. Je pense qu'il y a par exemple l'article 15, si je ne m'abuse, il faudrait qu'on lise. Voilà, qu'on lise et qu'on lise aussi les articles du code électoral qui se rapportent justement aux conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Puisque le débat ici, là, on ne se le cache pas, tourne autour de la possible validation ou invalidation de certains candidats. Voilà. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi certains disent que certains candidats ne pourront pas et pourquoi les partisans de ces candidats disent qu'ils pourront ou ils devraient. Voilà. Nous allons essayer de comprendre ça et comment sortir de ce piège du contentieux préélectoral. Voilà un peu comment. Et après, au fur et à mesure de vos déroulés, on va certainement avoir des relances à faire et on va aussi lire les préoccupations de certains internautes. On va les lire pour que vous puissiez nous éclairer. Voilà. Et donc, je pense que ce qu'on fera sur chaque question, une fois qu'on sera dans le débat, chacun prendra la parole. Si on peut être concis, mais en étant assez détaillé, simplement. Voilà. Et après, l'autre prend la parole. Et ceci n'empêche pas que s'il y a une relance à faire, vous pouvez lever le doigt et tout, faire signe au contradicteur et pour qu'il vous donne la possibilité de le relancer et ainsi de suite là. Mais je n'ai pas de doute que deux universitaires de cette pointure vont pouvoir échanger de manière conviviale pour que ce soit assez audible pour tout le monde et qu'on puisse avancer. Voilà. Donc, on va démarrer. Donc, je ne sais pas si vous voulez que moi, je la lise, parce que après, vous pourrez avoir juste l'interprétation de ça. La constitution camerounaise, je crois savoir que la dernière date de 1996 avec donc un amendement en 2008. Voilà, lequel amendement en 2008, une fois de plus, je peux utiliser les termes qui ne sont pas les bons juridiques, vous allez corriger. En 2008, essentiellement, c'est cet amendement qui a permis de lever le verrou de la limitation des mandats, si je ne m'abuse. Mais en 96, il y a donc eu cette constitution qui, dans son article 15, nous dit, alinéa 1, l'Assemblée nationale est composée de 180 députés élus au suffrage universel, direct et secret, pour un mandat de 5 ans. Le nombre de députés élus à l'Assemblée nationale peut être modifié par la loi. Et dans son alinéa 2, ça nous dit chaque député représente l'ensemble de la nation. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Donc, nous allons forcément, je pense, nous arrêter sur cet élément-là, que vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Chaque député représente l'ensemble de la nation. Troisième alinéa, tout mandat impératif est nul. Je me répète, tout mandat impératif est nul.
Vous allez nous expliquer, chacun à sa manière, ce que ça veut dire et comment on rapporte ça à la polémique actuelle. Alors, linéa 4. En cas de crise grave, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abroger son mandat. Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a de 40 jours au moins et 60 jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrégement du mandat. Voilà. Donc ça, c'est l'article 15 de la Constitution camerounaise, qui est dans la loi fondamentale, qui est celle qui doit gouverner toutes les autres lois qui en déclinent. Je pense que c'est ça. S'il y a un autre article que vous voudrez qu'on lise, surtout dans votre développement et tout, faites-vous plaisir de pouvoir le faire. C'est ça. Bon, moi, je me suis arrêté sur l'article 15 parce que j'ai quand même passé ci et là un certain nombre de discussions qui tournent autour de l'article 15. Voilà. Donc, une fois que c'est dit, il faut aller maintenant dans le code électoral. Le code électoral. Et je crois qu'à propos du code électoral, Oui, Luisan, c'est chez toi qui a du bruit. Luisan. oui, mais il y a un problème de fluidité. Oui. Il y a un problème de fluidité de la fibre. Je vous suis pas bien. Voilà, je me suis un peu éloigné. Allons-y. D'accord. Donc, j'ai lu l'article 15 de la Constitution. Je l'ai lu. Et, simplement, rapidement, je rappelle ça, puisque tu n'as pas très bien suivi. Je rappelle que cet article 15 nous dit, sur l'alinéa 1, le nombre de députés, 180, mais ça peut varier. Voilà, ça nous a dit ça là. Dans son article, dans l'alinéa 2 de l'article 15, on nous dit que chaque député représente la nation. Chaque député représente la nation. Vous allez nous expliquer ce que c'est. On nous dit aussi que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Ça, c'est l'alinéa 3. Donc, peut-être qu'on va déjà s'arrêter à ça, la Constitution, essayer de discuter cet article 15, qui est quand même le relais. Comment vous interprétez cet article 15, ou du moins, comment est-ce que nous devons comprendre l'article 15 de la Constitution? Premièrement, chaque député représente l'ensemble de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a quelles conséquences juridiques? Voilà. Alors, Luisan, est-ce que tu peux prendre la parole pour nous donner ton point de vue sur cet article 15 de la Constitution? Alinéa 2, chaque député représente l'ensemble de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci, professeur Aimé Boni. Ce que nous voulons faire comme précision d'entrée de jeu, c'est simplement que cet article 15, comme vous l'observez très bien, est rangé au niveau des questions qui touchent les rapports entre le Parlement et l'exécutif. Mais beaucoup plus les questions qui touchent le Parlement. Alors, sur cette question, quand on dit que le député représente l'ensemble de la nation, nous sommes dans la logique de ce qu'on appelle la souveraineté nationale. C'est-à-dire que quand nous parlons de souveraineté nationale, c'est une souveraineté indivisible pour dire que tout est réuni entre les mains du peuple. Et c'est à ce sujet que nous parlons de le mandat représentatif. Parce qu'on estime que l'article 2 de la Constitution, alinéa 2, est suffisamment clair, en indiquant que tout titulaire du pouvoir politique émane du peuple. Donc ça veut dire que nul ne détient le pouvoir si cela émane du peuple. C'est la raison pour laquelle on dit donc que le député représente la nation. Ça veut dire quoi également? Ça veut dire également que même si le député est élu dans sa circonscription administrative, dans sa circonscription électorale, mais une fois qu'il est au Parlement, il sert pour la nation. C'est la raison pour laquelle le professeur John me parlait du député de la nation. Donc voilà ce qui veut dire le député devait représenter la nation. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes élu député, vous n'appartenez plus à la circonscription électorale qui vous a élu, mais vous devenez un député de la nation tout entière. Voilà ce que cela veut dire de la manière la plus simple. Ok. Prof, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui, merci beaucoup. Je crois que pour bien comprendre le sens de l'article 15 de la Constitution qui vient d'être lu, n'est-ce pas, je suis tout à fait d'accord avec l'explication qu'a donnée mon collègue Luisan tout à l'heure, mais il faut un peu remonter à l'article 2 de la Constitution pour comprendre justement le lien qu'il y a entre la souveraineté nationale et cet article 15. Alors, l'article 2 dit ceci. L'article 2 de la Constitution, alinéa 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce, soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie référendaire. Donc, souveraineté nationale. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui vient après. On dit aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ça veut dire que le porteur d'un mandat électif, comme le professeur Essomba le disait tout à l'heure, même s'il a été élu dans le cadre d'une circonscription réduite à l'arrondissement ou bien à la commune, dans le cas des élections municipales, ou à la région dans le cas des élections régionales, à l'Assemblée nationale dans le cas des élections à l'Assemblée nationale dans le cas des élections législatives qui sont départementales, dont la circonscription en principe est départementale sous réserve, n'est-ce pas, des découpages spécifiques par le chef de l'État et du mandat sénatorial. Même si on est donc élu dans le cadre d'une circonscription précise, le mandat, il est porté au nom de l'ensemble de la nation. Cet article 2 est important parce que justement, le débat qui a cours par rapport à l'investiture, à la possibilité pour les partis d'investir, va
nous amener à établir le lien entre les dispositions du code électoral avec ces dispositions. Je suis très heureux que le professeur Essomba nous explique très bien ça pour nous faire comprendre que aucune fraction du peuple ne peut se prévaloir, n'est-ce pas, de la souveraineté nationale. Et donc, peut-être pour envoyer un peu déjà, vous comprenez que ça devient, on peut déjà se questionner sur la constitutionnalité, n'est-ce pas, de l'alinéa 2 de l'article 121, qui donne l'impression qu'un parti politique pourrait être détenteur du parti, n'est-ce pas, du mandat électoral. Alors, vous voyez, donc voilà le problème que ça pose. Prof, justement, moi j'ai dit qu'ici, là, il faudrait que même notre grammaire puisse comprendre ces termes très juridiques. Alors, aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. En français, encore plus simple, peut-être avec un exemple ou un contre-exemple. Comment est-ce qu'on doit comprendre cet élément-là, que d'ailleurs tu estimes être très important? Bien, si je dois aller dans les détails, je crois que je vais embrayer déjà sur la ligne 3. Parce que dire que l'élu représente l'ensemble de la nation voudrait simplement dire que une fois qu'il est investi dans son mandat, mais aucune autre entité ne peut l'en priver, sauf dans les conditions peut-être prévues par la loi. Nous savons par exemple que dans les conseils municipaux, il y a une loi applicable, les lois portant disposition applicable aux communes, n'est-ce pas, qui prévoit parfois que dans certaines circonstances, le ministre de l'administration territoriale ou bien le président de la République peut dissoudre un conseil municipal. Donc en dehors de ces hypothèses-là, un mandat, une fois consacré, doit aller jusqu'à son terme. Et la conséquence, c'est que, bien sûr, le système électoral camerounais veut que, pour les élections, qu'elles soient municipales, législatives, sénatoriales, que les candidats soient présentés par un parti. Et donc, on pourrait donc se dire, il y a donc un lien de dépendance absolue entre le parti et l'élu, à telle enseigne que si l'élu ne fait plus la volonté du parti, le parti pourrait le priver de son mandat. Donc, or, le parti ne peut pas, justement parce que ce n'est pas le parti qui détient le mandat de l'élu, c'est l'ensemble de la nation. Et cela donc entraîne la ligne 3 de l'article 15, qui dit que tout mandat impératif est nul. Le professeur Bison Yusomba peut-être plus calé que moi pour expliquer le sens du mandat impératif. Lorsqu'il le déroulera, sur les points où on sera divergent, je vais simplement faire un peu la maïotique socratique, en posant simplement des questions pour que peut-être mon collègue, n'est-ce pas, puisse aller dans le fond de ces explications, parce que les thématiques de mandat et de tout ça, c'est les spécialités de publicistes. Mais je crois que pour ce que je suis en train de dire, le fait que l'élu, n'est-ce pas, tienne son mandat de la nation, interdit donc qu'un individu, un parti ou une fraction du peuple, y compris son électorat, je pense, c'est si vous êtes député, par exemple, de la Meune, où je suis. Mais si toute la population de la Meune se lève pour dire, nous ne voulons plus que tu sois député, ils ne pourront pas. Parce que, quoi qu'il ait été élu seulement par les populations de la Meune, une fois qu'il est investi député, il représente aussi les compatriotes qui sont à Marois, à Bertois, à Koumba, ainsi de suite. Donc voilà concrètement ce que cela veut dire. Donc, ça veut dire, prof Bison Yusomba, est-ce que nous devons comprendre cet article 2, alinéa 1, et sa dernière phrase? Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice, s'attribuer l'exercice de la députation, donc du mandat du député. Est-ce que ça veut dire que le député, effectivement, il est élu dans une circonscription, mais dès qu'il est élu, il marche avec son mandat dans la poche. C'est-à-dire que partout où il part, il a ça et personne ne peut lui arracher ça. C'est pour lui, jusqu'à la fin de la mandature. En français facile, c'est ce que ça veut dire? Bien, professeur Moïse, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt monsieur le professeur Moïse, et je dois déjà lui dire merci parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, pour un privatiste, c'est quelque chose d'osé, mais il faut pouvoir indiquer que cela veut tout simplement dire que une fois qu'un député est élu dans une circonscription électorale ou dans un bastion électoral, il ne dépend plus de ce bastion une fois qu'il est porté à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle nous voyons souvent, nous avons vu notre député, je prends un exemple, du MBAM, Inubu, mais qui a posé des œuvres dans des régions autres que, dans des départements autres que ceux. L'élu, donc, ne dépend plus de la circonscription de laquelle il vient, mais une fois qu'il est au Parlement, si vous voulez, il est le député de la nation. Maintenant, il faut préciser que la discipline du parti, certainement, a souvent amené les uns et les autres à estimer que, même dans les relations entre l'élu et le peuple ou les électeurs attendent toujours que l'élu qui vient de leur circonscription électorale puisse poser des actes positifs dans le sens justement de cette circonscription-là. Maintenant, dire qu'une fraction ne peut pas s'en arroger, ça veut dire simplement qu'une partie du pays ne peut pas estimer que le pouvoir nous appartient et qu'on ne peut pas songer aux autres. Vous savez que le Cameroun est une république. Donc, quand on parle de république, on évoque l'idée justement de la république, la chose qui appartient à tous. Donc, à ce niveau-là, nous pensons que, pour nous dire de la manière la plus simple, une fois qu'un député est élu, il n'appartient plus en principe, si vous voulez, à son parti d'origine, mais il appartient désormais au peuple camerounais et à la nation tout entière. Très bien, très bien. On a compris, on va avancer. Je voudrais rappeler aux uns aux autres sur ce plateau d'éviter des commentaires désobligeants et qui d'ailleurs témoignent à suffisance de l'inculture et de la mauvaise éducation d'une partie du peuple camerounais. Quand un certain Khalid Ahmed, je ne sais pas trop qui il est, quel est son CV, parce que souvent, il faut peut-être ici là présenter votre CV pour qu'on puisse me prendre en considération
vos commentaires qui relèvent plutôt d'un certain illettrisme. Quand vous dites, pauvre, tu prends un privatiste et un publiciste pour débattre de ce sujet comment? J'ai envie de dire à ce monsieur que évitez d'être péremptoire, évitez de manquer de respect à des gens qui sont d'abord des intellectuels et de gros intellectuels et qui ont un niveau d'intelligence, un QI qui est tel qu'ils peuvent se permettre de débattre des sujets qui finalement sont quand même des sujets de culture générale, même si c'est assez spécifique sur le plan juridique, mais, et d'ailleurs, dans leur introduction, ils l'ont dit. Donc, je vous prie, ceux qui vont avoir des commentaires de ce genre-là vont simplement être bannis de ce live. Je vous remercie. Alors, donc, nous allons avancer sur l'article 15, puisqu'on a donc lu l'article 2 et on a compris ce que c'est que la durée du pouvoir, je veux dire, comme ça là, du député. Et qu'est-ce qu'il en fait? Alors, si on retourne donc à l'article 15,